Je suis tombé dedans tout petit, c'est la formule magique, mais mon père était mécanicien d'avion à l'Aéroclub de Dax et je suis né sur la base, enfin il n'était pas militaire à l'époque, il était uniquement civil, donc de l'Aéroclub. Ça fait 43 ans que je fabrique mes avions, que j'essaye de les faire voler du mieux que je peux. Les avions de la Deuxième Guerre mondiale ont toujours été une passion, donc il faut aussi leur rendre hommage. C'est dans les guerres que l'on évolue énormément au niveau technique. C'est une réplique d'un avion AT-6. C'est un modèle quand même qui fait 3,50 m d'envergure, qui pèse 26 kg et qui a un moteur exceptionnel puisque c'est un moteur 4 temps en étoile, fonctionnel. On le voit encore voler en grandeur très souvent dans les meetings aériens. Donc c'est un avion très connu et qui vole très bien, je le répète, mais c'est vrai que c'est un avion admirable. Le Spitfire ici est à l'échelle 1/3, il est entièrement fibré carbone et résine. Alors la difficulté du pilotage de ce genre d'appareil, c'est a priori le train très étroit qu'ils ont, donc décollage, atterrissage sur des œufs, on part très vite sur une aile ou sur un côté. Après en vol, c'est une particularité de vol que nous avons, c'est une aile elliptique qui fait que nous n'avons pas une réaction comme un avion de voltige normal ou un Mustang. On fait des courbes dans le ciel. Dès qu'on tourne, dès qu'on met un peu de manche, un peu d'aileron, l'avion monte et dessine une courbe dans le ciel. Le Spitfire, j'en suis à mon 7e, oui, c'est le 7e que je fais. C'est un coup de foudre tout simplement, comme une jolie fille, on tombe amoureux, on ne sait pas pourquoi. Ils s'appellent Milka, Tarzan ou encore Platoon. Ils font partie des près de 200 pensionnaires du refuge de Vilvodet. Ne croyez pas qu'ils sont en vacances, pour la plupart, ce sont leurs maîtres qui sont partis en vacances sans eux. Nous ne sommes qu'en juillet et déjà le refuge se voit refuser des placements. Des chats et des chiens abandonnés ou recueillis par la fondation Assistance aux animaux à la vie un petit peu difficile. Les animaux qui sont là viennent des retraits d'enquête, lorsqu'on retire des animaux. Ça peut être aussi de l'abandon, tout simplement, les gens qui viennent abandonner leurs animaux. Et quelques animaux trouvés aussi, les gens trouvent des animaux, nous les ramènent. Une fois que le chien ou le chat passe la porte du refuge, on le fait passer chez un vétérinaire, voir si tout va bien. S'ils sont vieux, on leur fait faire des bilans. Enfin, on regarde si au niveau santé, il n'y a pas de soucis. Si c'est le cas, on entame les traitements. Si tout va bien, on les remet à l'adoption. Le refuge emploie 9 salariés aidés par plus de 20 bénévoles. Une présence importante qui permet à ces animaux de retrouver confiance et surmonter le traumatisme qu'ils ont subi pour mieux les préparer à l'adoption. Toutes les personnes du refuge font un énorme travail, mais nous, on les sort, on joue avec eux, on a plus de disponibilité. Et le fait de nous voir 2 fois par semaine, ils nous reconnaissent, ils nous font la fête, donc ça permet de les sociabiliser encore plus. Une sociabilisation efficace qui aide ces animaux à retrouver un nouveau propriétaire. C'est le cas de Léa, 18 mois, qui dormira ce soir dans sa nouvelle famille d'accueil. Elle m'a fait des yeux qui m'ont surpris. J'ai passé la main, elle est venue me lécher. J'ai dit, c'est toi que je choisis. Dans un chenil, il faut choisir le chien qui vous choisit. Le refuge de Vilvodet ouvre ses portes tous les jours de 14 h à 17 h. Sachez que la procédure d'adoption coûte 160 €. Il fonctionne en continu. Le Moulin Russon à Marne-et-Gondoire fête ses 10 ans d'ouverture au public. Situé au cœur de la vallée de la Brosse, il a été racheté en 2004 par la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Le but ? Protéger, développer et faire connaître ce site classé au patrimoine local. Il a fallu remettre la roue en état, il a fallu reprendre l'ensemble des rouages à l'intérieur avec tout ce qui est sécuritaire. L'idée première, c'était de redonner au moulin sa vocation première d'un moulin à eau. Et en Île-de-France, il y en a 2 et en Seine-et-Marne, il y en a un, c'est le Moulin Russon. Donc nous sommes bien sûr très très fiers. Au rez-de-chaussée, on découvre le cœur du moulin avec ses multiples engrenages. À l'étage, ce sont les meules où le blé est broyé puis tamisé que l'on peut apercevoir. Le moulin a accueilli 15 000 personnes l'an dernier, dont 10 000 enfants, dans le cadre d'ateliers pédagogiques. Pour cela, au fil des années, l'intérieur et l'extérieur de celui-ci ont dû être réaménagés. Depuis 10 ans, il a été mis en place donc, un jardin pédagogique sur le terrain du moulin, où on accueille les enfants pour pouvoir effectivement leur montrer un petit peu ce que c'est que le maraîchage tout simplement. Ensuite on a la scénographie en 2008
qui nous a permis de pouvoir faire en sorte que les gens, quand ils visitent le moulin, puissent se débrouiller seuls pour faire la visite. Donc on est meunier, on a un diplôme qui nous permet de faire de la farine et puis on la vend aux visiteurs. Le moulin est ouvert gratuitement ce week-end pour les journées du patrimoine. De nombreuses animations y sont prévues, l'occasion de découvrir en famille ce monument du XVIIe siècle. Fangio, Shelby ou encore Moss, ces légendes, vous pourrez les rencontrer ce week-end, mais à l'échelle 1/32e. Le Rennes Slot Club organise à partir de ce samedi une reconstitution du championnat F1 de 1955. Un événement d'envergure nationale qui réunit des pilotes chevronnés et passionnés. Nous accueillons une quinzaine d'équipes. Chaque équipe va représenter un pilote de l'époque et donc sa voiture avec lui. Et nous allons, au cours du week-end, après une phase d'essai et une petite spéciale particulière surprise, réaliser 5 grands prix. De Monza à Monaco, les 5 grands prix de l'époque seront courus sur cette piste à 6 voies de 42 mètres. Équipés d'un système d'aiguillage permettant les dépassements, les pilotes s'affrontent réellement pour décrocher la première place. Même si les équipes courent pour la gagne, c'est avant tout la nostalgie de conduire sur de vieux bolides qui prime. C'est ce qui a poussé Charles à courir pour l'écurie Lotus. Un des intérêts est pour moi de faire conduire, de piloter des voitures que l'on ne voit plus en course automobile aujourd'hui, qui nous rappellent pour nous de bons souvenirs de notre enfance ou de l'époque de la course automobile. Et voilà, pour nous c'est très important, c'est très intéressant de faire conduire ça. Pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, le club a prévu une retransmission des courses en direct sur leur site internet. Alors, l'histoire se répétera-t-elle? Rappelons que l'heureux champion du Grand Prix de 1955 s'appelait Juan Manuel Fangio au volant de sa Mercedes. C'est entre 2 arbres du parc que le grand serein a décidé de faire sa pause. Cette sculpture de bronze perchée à 5 mètres de haut a été façonnée par Nicolas Lavarenne. Trouver l'équilibre, c'est tout le travail de l'artiste qui a disposé le long d'un parcours de plus d'1 kilomètre, ces sculptures pouvant atteindre 7 mètres. Sa particularité, c'est de travailler principalement le corps humain et de travailler l'anatomie en fait du corps humain. Donc ce sont des hommes ou des femmes nus où on peut vraiment étudier toute la musculature. Ce sont aussi des femmes et des hommes qui sont souvent en mouvement. Nicolas Lavarenne a l'habitude de mettre en scène ses œuvres en ville et propose une vraie relecture de son travail en les plaçant dans ce milieu naturel. Du grand défi au grand songeur, ce sont 14 œuvres qui sont disposées dans le parc. Des sculptures monumentales que l'on peut retrouver en plus petit format à l'intérieur du château. L'exposition est née d'un coup de cœur réciproque entre l'artiste et le lieu. Il a exposé dans le sud de la France, un peu partout en Europe. Il n'avait encore jamais exposé en Bretagne. Donc on lui a proposé de venir exposer au Château des Pères. On a été le rencontrer chez lui à côté de Genève. On a passé la journée avec lui. Il nous a présenté ses sculptures. Après, lui est venu ici. On lui a présenté le domaine et il a tout de suite accroché et installé ses sculptures ici. Le château, qui a pour vocation de mettre en avant le travail manuel, propose chaque année d'exposer un artiste. Le prochain n'est pas encore connu, mais cette exposition gratuite est encore visible jusqu'au 22 novembre. Churyumov Gerasimenko, ce nom ne vous dit peut-être rien. Il s'agit en fait du nom complet de la comète que va analyser Philae. Le robot contient à son bord un système de transmission qui lui permet d'échanger ses informations avec Rosetta. Grâce à la découverte de l'environnement de la comète, les chercheurs vont récolter des éléments sur l'origine même de la Terre. Ce système a été conçu ici à Bru, où l'annonce de la réussite de l'atterrissage a été fêtée par toute l'équipe. Hier, j'ai crié dans mon bureau quand j'ai vu les premières images. Donc une joie immense, c'est la concrétisation, après 10 ans de voyage dans l'espace, d'un développement, de voir le résultat de ce qui a été créé à l'époque, voilà 10 ans. C'est grâce à cet équipement que les communications ont lieu et que les données scientifiques peuvent être transmises depuis la comète vers Rosetta jusqu'à la Terre. Le satellite et le robot sont tous deux équipés de 2 modules de communication qui leur permettent de transmettre les images de la comète, comme les relevés scientifiques issus de la perforation de son sol. La première photo reçue aujourd'hui montre que le système fonctionne à plus de 500 millions de kilomètres de la Terre, l'aboutissement d'une longue collaboration avec le Centre national d'études spatiales. C'est effectivement le fruit d'un travail qui date de plus de 10 ans avec le CNES et qui se poursuit aujourd'hui. On continue à développer de nouveaux produits pour une nouvelle génération de satellites et donc l'aventure continue.
Actuellement, 44 satellites équipés de ce système volent au-dessus de nos têtes. La mission de Philae devrait prendre fin au mois de mars 2015 lorsque la comète arrivera trop près du Soleil. Rosetta, elle, finira sa mission au mois de juillet de l'année prochaine.